Une des grosses qualités aussi du joueur de football, puis ça, je trouve que c'est pas assez dit, c'est d'être disponible. Parce qu'il y a gros des gars que c'est des freak athlètes, mais ils se blessent. Anto Gosselin est un joueur professionnel canadien de football évoluant au poste de centre arrière pour les Rouges et Noirs d'Ottawa. Tu dois quand même avoir un rôle important là, à ce temps dans l'équipe. Ben oui, tu sais, moi puis Marco, puis Cyril qui est rendu aux Alouettes, mais Cyril Auguin-Saint-Don, là, on est tout le temps dans le gym. Tu sais, nous, nos journées sont beaucoup plus longues que les gars. C'est des vraies journées de travail. Tu sais, moi, souvent, j'arrive là-bas, j'arrive au field à 7 heures à peu près, même si ça commence juste à 9. Je prends mon déjeuner, après je m'en vais déjà faire des contrastes, des bains. Des fois, si j'ai des traitements, si mettons, j'ai des petits bobos, des affaires, je fais ça là en même temps. Puis après ça, on est tout le temps dernier parti. Comment tu t'es préparé pour le draft après? La préparation à ça, c'était comment je peux faire pour shine dans un regional pour qu'il ait les yeux sur moi. Parce que la réalité, c'est que s'il n'y a pas de hype sur toi, le monde se revire quand c'est à toi de faire ton 40. Il te regarde même pas faire ton 40. Et par contre, si tu performes à une affaire, puis moi, je m'étais dit, le bench, c'était un des premiers tests. Je m'étais dit, il faut que je domine au bench. Si je domine au bench, ils vont me checker après, puis ils vont voir que je cours vite. Puis comme de fait, j'avais fait 29. Salut tout le monde, bienvenue sur le Game On. C'est votre host, William Rochefort. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Anthony Gosselin. Bienvenue sur le Game On. C'est un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment smart. J'ai l'habitude de commencer avec un intro. Tout le monde qui vient sur le podcast a une petite intro. Fait que j'ai préparé un petit quelque chose pour toi, Anto. C'est bon pour toi? Yes, merci. Puis merci de m'avoir accepté ici. Ah, il n'y a pas de stress. Fait que ça va comme ça. Anto Gosselin est un joueur professionnel canadien de football évoluant au poste de centre arrière, fullback en anglais, pour les Rouges et Noirs d'Ottawa dans la Ligue de football canadienne, donc la CFL. Ton parcours, de 2010 à 2013, tu as joué collégial pour les Voltigeurs de Drummondville. 2014 à 2016, tu as joué ici à Sherbrooke pour l'Université de Sherbrooke pour les Verts et Or. Ensuite, 2017, tu te fais repêcher en deuxième ronde au 18e tour au total par les Rouges et Noirs. Et puis, 2017, tu fais tes débuts professionnels contre Calgary après avoir été retenu par l'alignement des Red Black. Ensuite, 2018, tu réussis à signer ton premier contrat dans la CFL. Qu'est-ce que je peux comprendre? On va en parler un peu plus de ton parcours. Anto, bienvenue, c'est un plaisir. Ben, merci beaucoup. J'aurais pas besoin de me présenter. La réalité, c'est que on signe nos contrats de recrues quand même au début en 2017. C'est juste que c'est un contrat qui s'échelonne sur 3 ans. Fait que j'imagine que c'est sûrement marqué de même parce qu'il faut qu'on re-signe après chaque année. Mais... Ah ouais, ok, je pensais pas que c'était de même parce que c'est ça, dans ta bio, mettons, CFL, c'est ça, ils disent vraiment de cette façon-là, dans le sens que, genre, mais quand tu te fais draft, tu signes pour 1 an. Ben, en réalité, on signe pour 2 ans, plus option d'une 3e. Il y a des gens qui vont signer pour 2 ans. Sauf que le problème là-dedans, c'est que quand tu signes pour 2 ans, tu peux pas aller dans un montant supérieur au salaire minimum. Tandis qu'habituellement, les gars des 3 premiers rounds, tu peux atteindre un salaire un petit peu plus élevé. Fait que si tu signes 2 ans plus une année d'option, qui est en réalité une année où tu joues pratiquement tout le temps, là, que le monde re-signe tout le temps, ben, tu peux aller chercher un petit peu plus d'argent sur ton premier contrat. Ouais. OK, c'est de même, ça marche. C'est intéressant que tu dises ça parce que tu vois, ben, justement, André Bolduc, qui est venu sur le podcast, il me disait qu'habituellement, tu sais, un Canadien, un footballeur canadien qui arrive dans la Ligue, on s'attend habituellement qu'après 3 ans, tu sois au moins capable de jouer et d'être prêt à starter. Ouais. Fait que, tu sais, la façon comment que les contrats sont faits, j'ai l'impression que c'est un peu de cette façon-là. Là. Ben oui, tu sais, c'est ça. Habituellement, là, je te dirais, c'est pas pour rien que la moyenne du nombre d'années jouées dans la CFL, ça tourne autour de 2.7, 3.2, j'imagine, parce que c'est là comme ta breaking year. C'est là où ça passe sous sa casse. Souvent, moi, je me rappelle, c'était ça qui m'est arrivé à ma 3e année. J'étais arrivé au camp, puis je le savais que si ça n'allait pas au camp, c'était sûrement mon dernier camp. T'sais. Finalement, c'est là que j'ai compris un peu les affaires, puis que ça s'est bien allé. Ouais. Ah ouais. Aïe. Est-ce que, ben écoute, on va en parler justement de ça. Ouais. Parle-moi de où que ça part le football de toi. J'ai parlé un peu de... En fait, dans l'intro, j'ai parlé de ce que j'ai trouvé sur toi. Fait que d'où ça part pour toi, Anto, le football, tu sais, mettons, jusqu'à ta carrière CFL? Ouais. Ben écoute, moi, ça part de... J'avais 10 ans. Oui, quand même. Chez nous, mes parents lisaient quand même les journaux. Puis, à un moment donné, ils m'avaient montré une affiche qui disait il y a des essais dans un centre commercial d'où je venais à Belleuil.
Puis ils m'ont dit, tu veux-tu aller essayer ça? Puis là, c'était juste des affaires de tu bloques le coach, tu plaques, puis là, tu sais, les coachs, ils donnent un peu de crédit. Ils sont comme, wow, t'es fort, toi, t'es grand pour ton âge, des affaires dans le même. Fait que là, j'ai commencé à jouer au football pour les Pirates du Richelieu suite à ça. OK. C'est dans quel coin, ça? C'est à Belleuil, dans le fond. Okay, ouais, le terrain est à Belleuil, mais ça englobe pas mal tout le Richelieu, en Rive-Sud de Montréal. Puis j'ai joué là jusqu'à mon secondaire 1. Après ça, en secondaire 2, j'ai toujours joué pour l'école secondaire Saint-Joseph, parce que j'ai changé de position. Moi, au début, j'étais linebacker quand j'ai commencé, Mike. Puis on m'a switché comme pour running back. Où ce que là, c'est un beau switch. Ouais, non, c'est ça je voulais. J'étais arrivé à l'école là-bas, puis ils m'ont dit, tu peux de la position que tu veux. Je dis, Colin, OK, c'est running back. Puis ça a super bien fonctionné. Je m'étais fait recruter par une coupe de cégep. J'ai décidé d'aller au cégep de Drummond, comme tu as mentionné, là, de 2010 à 2013. Où ce que j'ai joué mes 2 premières années comme porteur de ballon aussi. Après, on m'a rechangé à Mike Backer, à la défensive. Comment ça? Ben, j'avais eu une grosse blessure au genou, un ACL, blessure classique au foot. J'avais un ACL, puis là, les coachs m'ont dit, tu sais quoi, il y a un bon running back qui s'en vient. Ton rôle risque de diminuer un petit peu à l'offensive, fait qu'on va peut-être te remettre à la défensive, puis ça va continuer à augmenter tes skills aux 6 unités spéciales. Parce que moi, mon but, c'était de jouer universitaire, puis c'était de performer ces unités spéciales, parce que je sais que c'est ça que ça prend pour se faire un poste. Fait que, dans le fond, c'était juste pour du bien. Moi, je me suis ramassé linebacker, là. J'ai été recruté à Sherbrooke comme linebacker. Les 3 premières semaines, j'étais linebacker, mais j'étais loin dans l'alignement, là. C'était difficile. Puis là, à un moment donné, on me dit, hey, tu sais, on tombe à 4 alliés rapprochés, 4 tight ends à Sherbrooke. Fait que dit, si tu veux, là, on a un poste. T'sais, je sais que tu as déjà joué à l'offensive, si ça te tente. Puis je dis, ben, tu sais quoi, ouais, je vais l'essayer. Puis je savais qu'il y avait 3 à 4 tight ends habillés par game. Fait que ça m'intéressait. Puis finalement, ben, c'est ça. C'est comme ça que j'ai fait ma place. Là. Puis, tu sais, moi, la passion a juste continué à grandir d'année en année. Puis, je me rappelle quand j'étais au secondaire, tu sais, je voyais ça big, mais moi, je voulais aller jouer dans la NFL. Puis, tu sais, c'était comme le kid's dream là, d'aller jouer dans la NFL. Puis, quand je me suis ramassé collégial, j'ai vu que le niveau augmentait quand même assez rapidement. Puis là, c'était plus la CFL que je visais. Mais j'ai toujours été par étapes. J'ai toujours été conscient de ça. Puis j'ai toujours progressé par étapes. Je me disais, regarde, là, la prochaine étape, ça va être de faire ça, de faire ça, de faire ça. Je mettais des objectifs clairs. Puis, quel genre, mettons, si on pouvait break down justement les étapes que tu te donnais? Ouais. Parce que ça pourrait être vraiment bon, ça, je pense, côté éducatif pour, mettons, les étudiants athlètes. Tu sais, quand tu étais au cégep, tu m'as dit, je savais que ma place à les unités spéciales, est-ce que ça faisait partie des étapes pour aller au prochain niveau? Ben en fait, c'est ça. Quand on m'a mis à la défensive, moi, je me suis dit, bon, mais parce que j'étais pas un très bon Mac Backer. À un moment donné, je me rappelais toujours d'MC Jutra, qui a joué ici aussi au Varéor dans les années avant moi. J'ai joué 1 an avec. Il était venu à une pratique de Drummondville, puis il m'avait dit, Colin, Goose, parce que tout le monde m'appelle Goose, là, juste ça. Il dit, Colin, Goose, c'est pas compliqué. S'il y a un trou qui s'ouvre entre le A et le B, rentre dedans. Va squeeze ça, puis le porteur risque d'arriver. Puis ça a juste donné du succès à moi en tant que linebacker. Ouais. Nice. Puis j'avais plus de tackle après ça. Mais je savais que ça m'aidait, par contre, pour mes techniques de plaquer, ces teams. Pratiquer des réflexes que j'avais pas à l'offensive. Parce que l'offensive, tout est cartésien, tout est fait déjà d'avance. Fait que non, pour moi, c'était ça. C'était de me préparer à l'universitaire. Quand je suis arrivé à l'université, ben moi, j'ai su, à cause de la règle du 25 ans, qui là, maintenant, n'existe plus, là, mais on ne pouvait pas jouer une dernière année si tu avais 25 ans avant la saison. Là. C'était ça, moi, dans mes années. Ouais. Fait que là, moi, j'ai comme perdu une année universitaire à cause de ça. Fait que j'ai juste pu jouer 3 ans. T'as juste joué 3 ans à l'université? Ouais. Fait que quand j'ai su ça, ben là, je me suis dit, bon, ben là, il n'y a pas d'année j'ai le temps d'apprendre puis tout ça. Il faut qu'à ma première année, je joue. Puis moi, mon plan, c'était justement de faire ma place ces unités spéciales. Puis c'était ça mon objectif de la saison 1. Mais là, pour arriver à ça, c'était, bon, je vais mettre un peu de côté les techniques de tight end, de linebacker, whatever, ce qu'ils voulaient que je sois à ce moment-là, pour me pratiquer ces techniques de specialty. Puis là, je faisais beaucoup de drill avec le coach avec qui je coach en ce moment, là, Jean-Philippe Gauthier, qui est au volontaire de Sherbrooke. C'était le coach de specialty dans ce temps-là. Puis j'ai mis énormément de temps dans son bureau, énormément de temps à faire des drills, pour finalement être un des derniers dans l'alignement, mais j'ai fait ma place, ma première game, là, j'ai réussi à avoir mon spot, mon chandail, puis mes affaires. Puis j'ai joué les 8 games de cette année-là, ces unités spéciales. Après ça, c'est ça. Après ça, tu sais, moi, mon objectif après ça, c'était d'être le 2e tight end de l'équipe. Donc, nous autres, il y avait un rôle beaucoup plus de blocking tight end.
Fait que là, tout l'été, là, je me rappelle, là, je faisais de la sled sur le terrain à l'université en bas ici, à en vomir. Là, j'ai jamais fait. Je me suis jamais entraîné aussi fort que cet été-là. Je m'en rappellerai toujours. Puis ça a porté fruit parce que ils l'ont vu tout de suite. T'sais, quand je suis arrivé après les blocs, j'étais performant, j'étais rendu beaucoup plus fort, ça allait mieux. Puis là, j'ai réussi à avoir mon poste comme deuxième tight end. Fait que veux pas, à Sherbrooke, dans le temps que j'étais là, le deuxième tight end était quand même beaucoup impliqué. Je te dirais un 30-40% déjà offensif. Là. Quand même. Ouais, en plus d'avoir toutes les teams aussi. Fait que j'étais quand même vraiment impliqué à cette année-là. Puis à ma troisième, c'était d'être partant. Puis là, pour être partant comme tight end, ce que ça me prenait, moi, c'était mes routes. D'apprendre à courir des beaux routes, savoir mes reads, parce qu'on avait beaucoup d'options aussi sur nos passes dans ces années-là. Puis j'ai travaillé là-dessus. Puis tu sais, j'étais pas le meilleur. Là. Je suis vraiment pas un bon route runner. Là, je vais être bien honnête avec toi. Je suis pas dans la CFL pour ça. Mais ça l'a fait en sorte que c'était assez pour que je sois partant. Puis à Sherbrooke, on utilisait 90-95% du temps un tight end. Fait que j'étais quand même bien impliqué à ma troisième année. C'est ça. Ouais. Dans tes années universitaires, c'était 2014 à 2000. Je me disais aussi que c'était court comme parcours, mais c'était qui dans ces années-là, le coach? C'était David Lessard. Ah, c'était David Lessard? Oui. Dans le fond, Mathieu Lecomte est arrivé quand je suis parti. Ah, OK. Ouais. OK. Ça fait pas tant longtemps que ça non plus. Là. Ben non, mais quand même, ça va bientôt faire 10 ans. Là. Ça fait 8 ans, même que c'est ma 9e. Fait que, ouais. Puis, c'est quand même intéressant comment tu l'amènes, dans le fond, c'est que t'es vraiment... T'étais capable, t'étais assez mature de comprendre c'était quoi genre tes weaknesses, puis de les travailler, genre, pour évoluer là-dedans, comme. Ouais. Est-ce que... Comment tu t'es préparé pour le draft après ça? Ça, c'est une bonne histoire aussi, tu sais... moi, premièrement, il n'y avait pas aucun hype sur moi. J'avais pas d'agent, personne ne m'avait appelé, j'avais pas. Personne vraiment savait j'étais qui. Puis à un moment donné, j'avais écrit à William Langlais, qui est pour Calgary en ce moment, ça fait, je pense, sa 11e année. Ah ouais, c'est un OG. Un bon vet. Un bon vet. Puis je l'appelle, je dis, Colin, là, je me cherche un agent, j'ai l'impression que je suis capable. Je suis gros, j'ai du speed. Il me dit, appelle mon agent. C'est Fred Wayne Roche, mon agent en ce moment. Puis je l'appelle, il me dit, écoute, envoie-moi ton highlight, je vais regarder ça quand j'ai le temps. Puis je vais appeler les équipes, savoir s'ils te connaissent. Puis s'il y en a une qui sait t'es qui, je vais te prendre sur mon aile. J'étais comme parfait. Puis il me rappelle, il dit, écoute, Hamilton savent t'es qui. Moi, il m'avait envoyé durant ma dernière saison comme des affaires à remplir. Puis c'était long, là. C'était des 110 questions sur ta génétique, ta famille, d'où tu sors. Puis c'était vraiment long. Là. Pourquoi? Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est la seule équipe qui fait ça. Mais ils le font à pas mal gros de finissants. Puis je sais pas s'ils lisent toutes les réponses, mais... C'est long, là. Ouais, c'est très long. Là. Puis même, je me rappelle qu'ils m'en avaient envoyé un deuxième aussi, que c'était comme une suite à ça. Là, mais en tout cas, puis là, eux, ils savaient j'étais qui. Puis lui, il en revenait pas de mon highlight. J'avais vraiment un beau highlight, 10 minutes de temps en plus. C'était beaucoup trop long comme highlight, mais en même temps, la personne qui m'avait aidé à le faire m'avait dit, ça va être sur les internets toute ta vie. Fait que dans le fond... Tu peux laisser ça là, puis ça va être un souvenir pour toi. T'sais, eux, s'ils veulent regarder juste les 3 premières minutes, ils regarderont juste les 3 premières minutes. Dans le fond, c'est les 3 meilleurs, mais... fait qu'il m'a dit, gars, je vais essayer de te trouver une place au Combine. Dans ce temps-là, c'était les Regional Combine. Maintenant, c'est rendu sur invitation, il n'y en a rien qu'un. Mais avant, c'était 3 régions différentes qui amenaient comme une 40aine de joueurs. Puis on sélectionnait comme 4-5 par Combine pour aller au National après, qui était en Saskatchewan. OK, ouais. Puis j'ai eu une place au Combine, j'arrive là-bas, il m'avait aligné comme receveur. J'avais un numéro de receveur. Là, je leur ai dit, écoute, peux-tu faire les drills avec les running backs et les linebackers, les oppositions et tout ça. Puis ils m'ont dit oui, pas de problème. Ils voyaient bien, là, j'étais pas un receveur, fait que j'ai fait les drills là, puis j'ai performé au camp, au Regional Combine, assez pour me faire inviter au National. Puis après ça, mais la préparation à ça, c'était comment je peux faire pour shine dans un Regional pour qu'il ait les yeux sur moi. Parce que la réalité, j'en avais entendu parler par mes chums de gars dans les années passées qui avaient fait ça. C'est que s'il n'y a pas de hype sur toi, le monde se revire quand c'est à toi de faire ton 40. Ils te regardent même pas faire ton 40, ils te regardent même pas faire ton 50. Ouais, parce que ils savent pas t'es qui, ils ont pas vraiment, ça leur tente pas. Par contre, si tu performes à une affaire, là, ils vont l'avoir en tête puis ils vont être comme bon.
OK, je vais le checker, ce gars-là. Puis moi, je m'étais dit, le bench, c'était un des premiers tests. Je m'étais dit, il faut que je domine au bench. Si je domine au bench, ils vont me checker après, puis ils vont voir que je cours vite. Puis comme de fait, j'avais fait 29. Oh reps. shit! Ouais, ils m'en ont enlevé une, fait que ça m'a donné 28 au total. Mais après ça, là, j'ai commencé à me faire checker. Là, je voyais, il y avait beaucoup de monde quand je faisais mon 40, beaucoup de monde quand je faisais mon T-test. Fait que tu sais, c'est comme ça. Moi, je m'étais gros préparé à ça. Puis comment se préparer à un bench, parce que, tu sais, moi, je suis arrivé à l'université, là, puis j'ai juste été 3 ans universitaire, je benchais 3 fois 2 plates. 3 fois. Ouais. T'as fait 29 à la fin? Ouais. Puis même au National, j'en ai fait 30. Aïe! Mais, ouais, non, c'est ça, mais, tu sais, puis moi, c'était quelqu'un qui m'avait dit ça, c'était un gros, un homme fort qu'on avait dans l'équipe, un peu un Anthony Hort, mais de mon époque, là, qui était dans l'équipe moins fort un peu, mais quand même, il était vraiment fort. Il m'avait dit, si tu veux travailler en endurance, il faut que tu fasses des centurions. Puis là, j'étais comme, bon, centurion, moi, dans ma tête, c'était un jeu de boisson, là, quand mais, fait que non, le centurion, c'était se claquer 100 reps à une plate, que tu allais tout le temps au maximum de ta capacité avant de prendre ta pause. Puis parce que moi, j'étais rendu à un breaking point où j'étais capable d'en faire 17-18. Fait que veux pas, t'es dans de l'endurance, t'es plus rendu dans de la grosse force, comme quelqu'un qui en fait 5-6. Fait que dans un laps de temps d'à peu près 3 mois, je dois avoir passé de 18 à 25-26 quand je me préparais à ça. Puis quand j'étais arrivé au Combine, j'ai fait mon PR. J'avais jamais fait ça, 29 reps. Fait que ça m'avait vraiment aidé. Ouais, ça m'avait vraiment aidé. Le centurion, la première fois que j'avais commencé, j'avais fait 38, mettons, à une plate. Puis je pense que la dernière fois avant mon Combine, j'avais fait 69-70. Fait que mon endurance avait clairement augmenté. Je l'avais jamais essayé au bench encore. Puis là, ça passait, là, ça avait de l'air léger, puis c'était hot. Là. C'est une belle expérience. Est-ce que c'est encore une technique que tu utilises dans tes trainings? Non. Pour vrai, le bench, oui, c'est quand même représentatif au football, parce que quand que tu bloques quelqu'un et tout ça, mais moi, quelque chose que je veux vraiment mettre de l'emphase dessus, c'est tout ce qui est power clean, ces affaires-là, d'haltérophilie. Pour moi, c'est l'affaire physique qui se rapporte le plus au football. La triple extension des hanches quand tu bloques, quand tu fais un tackle. Selon moi, quelqu'un qui est capable de power clean 3 plates ou même 2 plates 25 et plus, ça me démontre beaucoup cette personne-là. T'sais. Tandis que quelqu'un qui bench pesant, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. J'enlève rien à ça. Là. Je trouve ça vraiment impressionnant. Mais pour un gars de foot, je trouve que c'est encore plus impressionnant que quelqu'un qui clean pesant. Fait que ton power clean, c'est ton exercice préféré? Ouais, de loin. Ouais. J'ai vu en plus que tu as posté un PR il y a pas longtemps. Là, ton power clean, c'était écoute, quoi, cette année, j'ai encore PR tout. Non, ben mon power clean, j'ai power clean 345 là, cette année. 300. Ouais, fait que 3 plates 15. Qui est mon record à vie. J'ai fait des PR dans pas mal tout. Il y a juste mon bench que j'ai comme atteint pas un seuil, là, mais j'avais comme des problèmes à l'épaule dans les dernières années. C'était difficile à augmenter ça. Mais là, si tu vois, cette année de ce off-season-là, j'ai atteint mon ancien PR qui était quand j'étais à l'université. Je ne l'ai pas dépassé, mais je l'ai atteint. Fait que j'étais quand même content. J'ai dépassé mes PR au squat cette année. Front squat, je l'ai fait hier, mon PR. Ah ouais, non. En tout cas, ça va bien. Je vieillis, mais on dirait que mon corps ne vieillit pas. Là, mais fait que c'est ça qui est intéressant. Je me demande, vu que toi, tu le vis et tu t'entraînes encore pour jouer au plus haut niveau possible de ta carrière, est-ce que tu le ressens? En fait, est-ce que c'est dur de continuer à se développer même quand ton corps vieillit? Ben oui, puis tu sais, il y a beaucoup de changements à faire. Je te dirais, c'est vrai que je me sens vraiment bien. Là, encore là, à chaque année, c'est ça, quand j'arrive au camp, je me sens dans la plus grande forme que j'ai jamais été. Mais c'est pas vrai de dire que je sens pas les effets que mon corps vieillit. Parce que, veux pas, tout fait un peu plus mal. Les matins, c'est tout le temps un peu plus difficile. Je suis tout le temps plus raqué après un entraînement. Puis le pire, c'est que je prends plus de suppléments par rapport à ça, des vitamines, des affaires comme ça, pour être sûr que je sois correct les matins puis durant les entraînements. Mais c'est juste d'aborder ça différemment. Moi, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup plus de mobilité que j'en faisais. Avant, j'en faisais quasiment pas. Là. J'ai l'impression que j'avais pas besoin de faire ça. Maintenant, j'en ai besoin. Puis c'est fou parce que le fait que je coach au cégep en ce moment avec des jeunes, que moi, en tant que préparateur physique, pour eux, l'hiver, il faut que je leur fasse de la mobilité et tout ça, mais je le fais avec eux, puis veux pas, moi, ça me fait énormément d'extra, énormément de bien. Mais ça, sinon, les off-season, c'est dur revenir d'une saison. Mettons que la saison vient juste de finir, puis j'ai plein de petits bobos. Moi, souvent, c'est les poignets, le bas du dos, le genou, les doigts,
ça me prend de plus en plus de temps avant d'être A1, là, de dire, OK, là, je peux recommencer à pousser la machine. Là, ça me prend de plus en plus de temps à chaque fois. Mais je suis toujours capable de la repousser à un niveau plus élevé que l'année d'avant. Fait que, combien de temps à peu près que ça te prend, mettons, pour... Ben, je te dirais... Je prends, comme un 2-3 semaines où je fais vraiment rien. Wow, mais ça, c'est normal. C'est ça, j'en profite. Par là. Après ça, je recommence à m'entraîner un peu avant le temps des fêtes. Puis dans le temps des fêtes aussi, je reprends 1 à 2 semaines off. Puis, mais tu sais, c'est vraiment... C'est juste de la remise en forme rendue là. C'est des trainings en résistance, puis de la remise en forme. Puis souvent, c'est après le temps des fêtes que là, je repars. Là. Ouais. OK. Tes highlights, tantôt, tu me parlais d'highlights. J'aimerais que tu me parles, tu m'as dit qu'il durait 10 minutes. OK. Ce serait quoi que tu conseillerais, toi, aux gars, mettons, qui font un highlight en ce moment là, pour pouvoir aller au prochain niveau, même pour eux? C'est quoi que tu conseillerais aux gars de comment ils devraient faire leur highlight? Ben, tu sais, premièrement, c'est ça. Puis moi, mon agent m'avait dit ça quand il m'avait finalement pris son aile. Il m'avait dit, tu sais, il faut que ça soit 3 à 4 minutes où ce que les 3 à 4 minutes, tu montres tout ce que tu sais faire. Donc, tu sais, quand même que tes jeux d'unités spéciaux, tu les trouves moins cool que certains jeux que tu as fait offensivement si tu es un joueur offensif, par exemple, ben, il faut que tu en mettes pareil au début de ton highlight. Parce que, ben, premièrement, on est dans la Ligue canadienne. Puis j'imagine qu'André Bolduc t'avait parlé de ça aussi. Ce qui est bien important dans la Ligue canadienne pour faire ta place dans une équipe, c'est les unités spéciales. Ça passe par là, tu sais. Mettons, je te parle d'un receveur. Un receveur qui a commencé directement comme starter à sa première année dans CFL, d'après moi, ça se compte ses doigts d'une main là, dans les 10 dernières années, là, le nombre de Canadiens qui est arrivé. Ah ouais, c'est quand même... C'est pas ultra rare, parce que ça l'arrive. Il y en a des vraiment gros spécimens ou des gars qui ont joué dans la NCAA qui arrivent puis ont la citoyenneté canadienne puis qui sont vraiment dominants. Mais c'est quand même rare. T'sais, souvent, un receveur canadien, là, tu t'attends à ce qu'il joue ses teams. Sur punt, sur punt return, même sur kick-off return. Parce que ben, ça en prend des receveurs canadiens dans l'équipe, puis il faut qu'ils soient... C'est ça, t'as pas le choix des... Il faut qu'il y ait des skills, ces special teams. T'as pas le choix. Fait que je te dirais, c'est vraiment pour build ton highlight, pour répondre à la question. Là, je me suis éloigné un peu, mais pour répondre à la question, ben, c'est de mettre 4-5 vraiment gros jeux que tu as fait dans l'année. Après ça, moi, je rentrerais tout de suite ces special teams. Après ça, si t'es receveur, rentre tes skills de blocking aussi, parce qu'un receveur, il faut que ça bloque, surtout dans la CFL. Donc, c'est ça, de faire ça de même. Puis après ça, ben, man, si tu veux faire un highlight de 10-20 minutes, ben là, fais ça pour le fun. T'sais, le reste, mets tous tes jeux dans l'ordre que tu veux. Tu peux le mettre dans l'ordre du plus nice au... Puis moi, ben, j'ai fini mon highlight avec mon premier touché que j'ai fait dans CIS, universitaire, qui était pas un beau touché, c'était juste comme un souvenir pour moi de me dire, regarde, c'est là la première fois que j'ai eu ma chance. C'était à ma première année. Il y avait eu un tight end qui avait été malade dans l'équipe, puis un autre qui était blessé. Fait que je suis comme tombé deuxième tight end, je suis tombé de 4-2 demain. Puis là, j'étais full impliqué offensivement. Fait que là, j'ai pas le choix d'apprendre toutes mes affaires puis de mettre du temps là-dedans. Puis on avait un option entre moi puis justement William Langlais, l'autre fullback que je t'ai dit qui était à Calgary. Lui, il allait dans le flat. Moi, j'allais comme sur un corner route. Puis c'était moi qui étais démarqué dans les deux. Il me lançait ça. Jérémy Rock me lançait ça. Puis c'était un vieux catch, mais c'était un catch pareil dans le toucher. Puis c'était un maudit beau moment. Puis moi, j'ai fini avec ça parce que c'est pas nécessairement un jeu que je mettrais dans un highlight. Parce que c'était pas un très beau catch, mettons. Mais Chris, c'est un beau souvenir pour moi. C'est comme ça que ça a commencé. Puis c'est comme ça que... c'est vraiment cool. Ouais. Mais tu sais, maintenant, là, que tu as passé par le combine, le draft, comment tu as vécu ton arrivée à Ottawa? Ben écoute, moi, je suis arrivé sur un coup de vent là, parce que, dans le fond, après mon National Combine, moi, j'ai fait un camp à Kansas City. Pour les Chiefs. No way. Ouais. Puis ça, tu sais, c'est drôle que c'est pas tant dit dans ma bio. J'ai pas vu ça nulle part. Ouais, mais c'est pas grave. Là, mais ouais, c'est ça. Parce que j'avais tellement... Tu sais, j'avais eu des bons combines. Là, puis ça avait fait en sorte que ça m'avait fait une place dans un camp. Tu sais, c'était un rookie camp. C'était pas un gros camp. Mais pour moi, c'était quand même une maudite belle expérience. Puis tu sais, quand j'y pense maintenant, c'était encore plus fou que quand j'y étais parce que c'était l'année recrue de Pat Mahomes. No way. Fait que Pat Mahomes, il était au camp. T'sais, mais moi, dans ce temps-là, je savais pas que c'était un big guy. J'avais entendu parler de lui, que c'était un gars qui lançait 70 verges de loin. Puis, tu sais, j'avais entendu parler de lui, mais je savais pas qu'elle allait être ce gars-là, tu sais, maintenant.
Puis, fun fact, il m'a lancé une balle de toucher à un moment donné. Moi, là-bas, j'étais vraiment un true fullback. J'étais pas un tight end. Moi, je suis pas assez grand dans la NFL pour être un tight end. Mais... Puis, j'avais couru comme un angle route qui est typiquement NFL. Puis, il m'avait lancé ça direct dans le toucher. Puis, je me rappelle toujours de ce moment-là, mais c'est fou. Pat Mahomes m'a lancé une balle de toucher. Clairement qu'il se rappelle pas de moi, mais moi, je sais c'est qui, puis je me rappelle de lui. Nice. Il était autant... Est-ce que tu le voyais... Ben, tu te rappelles-tu comment il était à ce moment-là? Est-ce que tu le voyais qu'il allait devenir un gros gars? Ou... Moi, j'ai dit à mes chums de gars quand je suis revenu, je leur ai dit, ce gars-là, il est tellement boosté. Comme, on était dans le huddle, puis je sais même pas s'il savait que je parlais français. Parce que, tu sais, moi, dans ce temps-là, l'anglais, c'était... J'étais vraiment pas comme je suis là en ce moment. Là. Puis même encore là, je suis pas très bon, mais je me débrouille. Puis à toutes les fois qu'il arrivait sur l'affaire dans le jeu qui m'indiquait ce que moi je faisais, il me regardait droit dans les yeux, puis c'était comme, il augmentait son ton de voix, il s'assurait qu'il n'y avait pas son accent comme typiquement américain, comme c'était tellement boosté. Puis j'avais 3 jeux à prendre par jour. Là. Je savais mes jeux. Là. C'est juste que des fois avec le stress et tout ça, mais lui, il voulait tellement être sûr que tout le monde soit sur la même page. Puis ça, j'avais dit ça à mes chums de gars quand j'étais revenu. Fucking sick. Ouais, il était tellement boosté, ce gars-là, que c'était sûr qu'il allait devenir big. Là, je savais pas qu'il allait devenir big de même, mais clairement qu'il avait l'attitude, en tout cas. Ouais. Aïe, aïe. Fait que là, Ottawa, as-tu des histoires de quand t'es arrivé à Ottawa ou de ta carrière à Ottawa, tu sais? Ben oui, ça c'est sûr, j'en ai une couple, là, tu sais. À l'arrivée à Ottawa, tu sais, vu que j'avais été sélectionné au 2e round, j'avais quand même gros du hype sur moi, fait que beaucoup d'entrevues en anglais. Ah ouais? Ouais, puis tu sais, comme que je viens de te mentionner, là, en anglais, c'était pas facile pour moi. Fait que, écoute, je répondais du mieux de ma capacité, mais j'aimerais même pas ça que le monde retrouve ces entrevues-là, là, tellement que c'est gênant, là, mais ça, tu sais, c'est de quoi qui m'avait énormément stressé puis saisi au début, tu sais, tout le hype qu'il y avait autour de moi, puis le first round, puis le third round aussi. Puis, tu sais, je savais pas, tu sais, je savais que c'était comme que c'était beaucoup plus médiatisé qu'universitaire, mais à ce point-là, je le savais pas, là, tu sais. Les journalistes sont là à toutes les pratiques. À toutes les pratiques, il y a au moins 4-5 gars qui sont interviewés, ouais. À toutes les pratiques. Que ça soit jour 1, jour 2, jour 3, notre walkthrough avant la game, il y a tout le temps des journalistes qui sont là. Puis ils interviewent tout le temps au moins 1 à 2 personnes, des fois 4, des fois 5. Fait que, à toutes les fois, là, le gars des médias arrive avec son board, là, puis c'est ces gars-là qu'il faut qu'il fasse les entrevues. Fait que, ouais, tu sais, c'est ça. Une bonne anecdote que j'aurais, c'est à ma 2e année. Parce que moi, tu sais, ma première, j'avais une grosse commotion. OK. Fait que j'ai manqué comme un bon 10 games à ma année. J'ai joué les 4 premières, je n'ai manqué 10. J'ai joué les 4 dernières. Puis la game de playoff aussi qu'on avait perdu contre Saskatchewan. Puis à ma 2e année, on a fait un échange au niveau des fullbacks. T'sais, nous, notre fullback, c'était Patrick Lavoie. Okay. Qui était, je sais pas si ça te dit de quoi. Là, vraiment pas. En tout cas, une légende. Moi, je me rappelle que quand j'étais porteur de ballon cégep de Drummondville, j'allais le voir pratiquer sur le terrain de Bishop pour les Alouettes dans le temps qu'il jouait là-bas. Puis c'était comme, je voulais être lui, là, c'était mon idole. Québécois en plus. Ouais. Puis j'étais arrivé l'année de sa dernière année pour Ottawa. Fait que ça a été mon mentor, c'est ma première année. Cool. Le gars, man, justement, papa, cheveux gris, j'étais comme, man, ça fait combien de temps qu'il est là, puis je veux être ce gars-là, je veux devenir comme ce gars-là. Puis il m'a montré tellement de choses, puis il était vraiment cool avec moi. Puis en tout cas, on a fait un échange avec Jean-Christophe Beaulieu. Lui, je sais pas si t'en as entendu parler, lui aussi, il a joué au Vert-et-Or. Okay. Puis c'était le gros tight end des Alouettes, Pat, c'était le gros tight end d'Ottawa, puis ils ont fait un switch. Puis là, Jesse arrive, puis tu sais, je le connaissais un peu parce qu'il était ici, puis moi, quand je suis arrivé, il s'en allait, fait que tu sais, je l'ai croisé une couple de fois. Puis c'est devenu rapidement mon chum, là-bas à Ottawa, mais c'était lui notre partant, tu sais, c'était lui le gars. Puis lui aussi m'a montré énormément d'affaires, by the way, là. C'est un maudit leader, puis il a vraiment une attitude de champion, là, ce gars-là. Puis je me rappellerai toujours, à un moment donné, on est sur, lui sur punt return, puis moi, je suis sur le scout punt, tu sais, fait que je lui donne une rep, tu sais. Puis là, je suis tackle à gauche, puis ça fait 3-4 reps de suite, je suis même pas capable de releaser parce qu'il est tellement fort, il est tellement raide que je suis pas capable de release. Puis là, je me dis, crime, je vais lui donner, on n'a pas le droit de shader, nous autres, en pratique, pour pas que les gars tombent dans les genoux des autres. C'est, même universitaire collégial, c'est rendu tout ça aussi. Mais là, je me dis, je vais y en donner un peu plus. T'sais. Puis là, j'y en ai donné un peu plus, puis il a tombé à plat ventre, en arrière de moi. J'ai réussi à release. La rep d'après, il m'a dit, je pense que tu comprends pas, toi, Goose, comment que ça fonctionne, la CFL. Puis là, il me regardait dans les yeux, j'étais comme, qu'est-ce qu'il est fâché après moi, pour vrai, là, tu sais.
Puis, la rep d'après, il m'a aligné au casse, il me pancake à terre, il m'a mis sur le dos, puis il s'est même frappé dans la face. On était chum, là. Il s'est même frappé dans la face. Fait que là, après, je me lève, je suis comme, voyons, man, ça va? Puis il est comme, non, man, tu vas comprendre c'est quoi être un vet, puis c'est quoi respecter les vets. Puis je suis OK, j'ai compris. Puis ce qui est drôle, c'est que maintenant, c'est moi qui le subis. T'sais, moi, si quelqu'un me ferait ça, c'est vrai que c'est un disrespect. Puis les gars, ils l'apprennent à la dure, comme moi, je l'apprends à la dure. Puis ce qui est drôle, c'est que le lendemain matin, nous autres, les meetings sont souvent le lendemain matin, des pratiques qu'on vient de faire. Coach Dice, qui est maintenant notre head coach, qui était dans ce temps-là le coach des special teams, il commence par ça. Il fait juste montrer le clip, puis il encercle moi puis JC, puis il attend que les gars réagissent. Puis là, après, moi et JC, on était assis à côté de l'autre parce qu'on est chum. T'sais. Puis là, on se regarde, puis là, Coach Dice fait juste dire ça, les gars, c'est typical québécois. Ouais. C'est comme ça qu'ils règlent leurs problèmes, puis moi, j'aime ça. Puis il dit, vous êtes good, les gars? On change de jeu. Puis ça a fini de même. C'est légendaire. Ça, c'est un bonne anecdote que j'ai. Puis c'est drôle parce que live, je coach avec. Parce que lui, coach les O-line aussi au volontaire. Ah ouais? Ouais, au cégep de Sherbrooke. Fait que c'est quand même drôle, on se côtoie tout le temps. Puis cette histoire-là, tous les gars du cégep, ils le savent là, que c'est arrivé. Là. Aïe, c'est vraiment malade. Comment que ça ressemble à peu près habituellement une semaine quand tu arrives pour te préparer à Ottawa, dans le CFL? Genre? Ouais, dans le fond, pas mal toutes les équipes, c'est ça. Je te dirais, c'est tout le temps jour 1, jour 2, jour 3, où ce que le jour 1, nous, en tout cas, Ottawa, c'est le même. Jour 1, jour 2, on met beaucoup l'emphase sur punt return, ces unités spéciales, parce que c'est les deux grosses teams où tu as plus de reps. Puis là, il va y avoir des situations au travers de ça. Puis souvent, le jour 2, c'est tout le temps la journée où on est padé, où on a des épaulettes. On a le droit, dans la CFL, c'est une règle de la Ligue, on a le droit à 12 pratiques par année où tu as tes épaulettes. Ça, c'est quand enlève le camp de ça. Le camp compte pas. Fait que tu as le droit à 12 pratiques totales dans ton année que tu as le droit de mettre des épaulettes. Puis souvent, nous autres, on choisissait le jour 2. Puis je pense que c'est pas plus qu'une heure ou 1h15. Fait que souvent, nous autres, on splittait la pratique en deux. Première partie de la pratique, c'était en pads. Deuxième partie, pas de pads. Puis fait que là, on travaillait beaucoup plus ce qui est inside run, ces affaires-là, les courses, pour être sûr que les O-line, ils comprennent bien le fit qu'on veut, puis tout ça. Puis là, après jour 3, là, les teams, c'est plus kick-off return. C'est des situations offensives, défensives, où c'est plus des short yards, mettons, comme down and distance. Fait que du 3-1, on pratique les QB sneaks, ces affaires-là. Puis jour 4, c'est toujours un walkthrough. Fait qu'on fait... On a un gros meeting. C'est une journée vraiment plus courte, là. C'est un meeting de 2 heures. Après ça, on s'en va sur le terrain, gros max 1 heure. On marche les special teams, on marche nos jeux offensifs, on s'assure que tout le monde est sur la même page. On sort après, puis on fait nos affaires, on se prépare pour notre game le lendemain. Ou on travel, on voyage. Fait que c'est pas mal ça, une semaine typique, là, je te dirais, dans les Red Blacks. Quand vous partez pour aller jouer à l'extérieur, est-ce que vous prenez votre vol, mettons, le vendredi ou le jeudi? Si, mettons, la game est le samedi, on va le prendre le vendredi. OK. Ouais. Fait que, tu sais, puis nous autres, c'est tous des charter flights, fait que c'est des vols privés. Là. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas ça. Là. Le 3/4 de nos vols, c'était des vols commerciaux, puis il fallait attendre à l'aéroport, puis c'était comme... Oh my God. C'était quelque chose. Puis là, tout le temps des problèmes avec, mettons, les passeports des joueurs américains, puis tout le temps des affaires. Là. Puis depuis la COVID, c'est tout rendu de charter maintenant. Puis maintenant aussi, on voyage tout de suite après les games. Avant, on dormait là-bas après la game. T'sais. Mettons, on arrivait à Calgary, on arrivait le vendredi soir, on jouait le samedi, mettons, soir. Après, on dormait là, puis on repartait le lendemain matin. Maintenant, on repart tout de suite après. Puis, je te dirais que moi, maintenant, j'ai une famille, j'ai 2 jeunes enfants, puis je préfère ça. Repartir tout de suite après, je suis plus vite avec ma famille, tout ça. Mais, quand j'ai commencé, c'était vraiment cool, par exemple, là, d'aller là-bas, parce que tu pouvais... on se ramassait souvent dans un bar ou un pub avec les joueurs de l'autre équipe, puis on avait full le fun. Là, Ah ouais? Ben oui, c'est nice. Ça. Il y a pas de... La rivalité est là pendant qu'on joue. C'est sûr qu'il y a des gars qui s'aiment pas, mais en bout de ligne, là, c'est un sport du football. On gagne notre vie à faire ça comme, man, on a tout du fun. Puis ouais, c'est ça. Fait que ça c'était cool. Ouais. Et Reg, il me dit que Kevin Régimbal, pour que les gens sachent, il m'a dit que dans son temps, là, il demandait 4 heures par jour pour les gars qui étaient sous contrat d'être là. Genre d'être comme présent par jour.
Est-ce que c'est encore de même? Ouais, en fait, nous, même, ça l'a augmenté un peu parce que c'est 4 heures par jour durant la semaine. Mais tu sais, ça, souvent, tout est structuré. Là. Dans le fond, le premier 2h30, c'est les meetings. Puis l'autre heure et demie, 45, c'est la pratique. T'sais, fait que c'est ça en réalité ton 4 heures. Vous pratiquez pas tant que ça. Durant la saison, non. Durant la saison, c'est même pas 2 heures, t'es out. Là. C'est plus mental. Là. Ouais, tu sais. Puis on en a en masse. Tu sais, tous les gars, leur football, ils l'ont. Là, la raison pour laquelle ils sont là, oui, il y a des choses à travailler, puis souvent, les gars font de l'extra. Mais la raison pour laquelle on est là, c'est rouler les jeux qu'on vient d'apprendre dans le playbook. Fait qu'en réalité, c'est juste d'être tous à la même page. Le but n'est pas de se prouver ou de faire un dogfight contre un dogfight qui est un drill de special team. Là, de faire ça contre quelqu'un puis de te prouver. In-season, tu t'es prouvé durant le camp. Là, comme... Oui, il y a toujours nous autres, on a toujours des semaines qui sont plus longues où ce que là, on a des pratiques que c'est plus long puis que là, il faut se prouver un peu plus. Mais pour respecter le 4 heures, ils n'ont pas le choix de faire une formule de même. Fait que nous autres, souvent, là, les meetings commencent à 9 heures. Puis la pratique finit à 1h30, genre. Puis, techniquement, après, tu peux faire ce que tu veux, c'est free. Sauf que là, il y a une règle qui s'est rajoutée, je pense, dans les 2 dernières années. Une journée par semaine, il faut que ça soit 6h30. OK. Ben, c'est quand même cette bien. journée-là. Ouais. Fait que là, souvent, plus de meetings. La pratique est sensiblement pareille, c'est juste plus de meetings. Fait que vous faites énormément de tape puis de meetings. C'est fou. C'est le 3/4 de la game. C'est ça, là. C'est des meetings, du tape. C'est normal. Plus que tu évolues, toi, tu as joué collégial, tu le sais, c'était beaucoup de tape. Quand tu arrives universitaire, c'est encore plus de tape. Mais pro, c'est ta job. Comme, c'est ça. Tu fais pas de tape avec tes coachs, tu fais pas de tape toi-même, t'es wrong, t'es pas à la bonne place. Il y a gros des gars que... Puis c'est drôle, je vais faire un petit aparté là-dessus, mais genre, moi puis Marco Dubois, c'est mon collègue, lui aussi, fullback à Ottawa. Ça va faire 8 ans qu'on évolue ensemble, les deux à la position de fullback dans la même équipe. Fait qu'on est les deux des vieux vets. Puis on essaie d'expliquer ça aux gars. Le soir, là, au lieu de gamer, là, viens donc avec nous autres dans les tubs, on va faire de la récupération, on va comme faire de l'extra, on va aller dans le gym, Mais les gars, ils voient pas ça sur le long run. Ils sont tellement contents d'être dans la CFL ou d'être pro puis d'avoir de l'argent en faisant ça que après ça, ils retournent chez eux puis ils font un peu ce qu'ils veulent. Puis ça fait en sorte souvent que à la fin de l'année, c'est difficile. C'est là que ces gars-là ont de la misère à toffer puis qu'émotionnellement, c'est tough puis parce que t'as pas mis les efforts qu'il fallait au moment qu'il fallait. Tu sais. Mais, ouais. Tu parles d'argent. Ben, tu sais, sans dévoiler non plus ton salaire, là, combien t'as signé, tu te rappelles-tu ton rookie contract? Ça ressemblait à quoi? Oui, je me rappelle. Moi, quand je me suis fait recruter en 2017, le salaire minimum était de 55 000. OK. Puis, dans le fond, moi, en étant second round, ce que j'ai pu faire, c'est que souvent, ce qu'ils font les agents, c'est qu'ils se fient aux autres années d'avant, pour savoir qu'est-ce que le second rounder il y a eu. Puis moi, j'ai réussi à avoir un 10 000 de signing bonus là-dessus. Fait que bonus de signature. Fait que en gros, c'était 65 000. Ce qui est fou parce que maintenant, le salaire minimum, je pense, je sais pas si c'est 75 qui tombe cette année ou il est encore 70, mais c'était déjà plus que le salaire que j'avais eu à ma première année quand tu rentres dans la ligue. Puis ça, faut pas oublier que c'était en 6 mois. Tu te fais pas payer à l'année. Là, c'est par game. Fait que nous, on a 18 games, on reçoit 18 chèques. Puis that's it, ta paye est faite. Fait que tu sais, il y a beaucoup de personnes, tu sais, moi je coach au cégep, il y a certains gars qui vont me dire crime, gros, c'est pas bien payé, tu sais, pour ce que vous faites. Puis c'est vrai que si tu compares à la NFL, c'est 10 fois moins. Tu sais, c'est 1-0 de moins, c'est pas bien payé. Mais crime, tu fais ça en 6 mois, nomme-moi un travail, même avec un bac, une maîtrise, que tu rentres puis que tes 6 premiers mois, tu fais 70 000 à 24 ans, 25 ans. J'en connais pas beaucoup le job que ça starte de même. Là, que souvent, après 4-5 ans, ben là, tu atteins un plateau salarial où là, c'est beaucoup plus élevé, mais c'est dans une année. Moi, je travaille l'hiver aussi. Il y a plein de gars qui travaillent l'hiver aussi. Fait que, veux pas, c'est quand même un bon salaire. Là. Puis, si tu fais ça comme moi par passion, en plus, c'est juste encore plus fou. Là, le mode de vie est hallucinant. Comme je te dis, on pile l'argent quand même vraiment rapidement aussi si tu fais les bonnes choses. Là, les gars, des fois, ils dépensent beaucoup, là, mais
Si tu fais les bonnes choses, tu es capable de piler énormément d'argent. Puis ben, en ce moment, je suis pas salaire minimum non plus. Fait que, Ouais, c'est ça. Ben, je m'en attendais, là. Tu sais, vu que t'es quand même rendu quand même un vet, puis bien avancé dans la ligue. Ben écoute, si on pouvait jumper là-dessus, t'avais l'air de parler un peu de genre de conseils pour les gars. Ce serait quoi un conseil d'un vétéran dans CFL pour... C'est sûr que là, ben, je suis pas sûr si on a beaucoup de joueurs de la CFL qui nous écoutent, mais tu sais, pour les rookies ou les gars qui ont l'intention d'aller ou qui vont se faire repêcher dans pas long, ben cette semaine, je pense. Ouais, c'est cette semaine, le 29 avril. Ben écoute, tu sais, un conseil des gens qui sont plus comme moi, parce que tu sais, t'as deux genres de personnes au football. T'as ceux qui sont vraiment freak athletes, on dirait qu'ils naissent avec ça, puis qu'ils l'ont. Puis t'as ceux qui ont travaillé fort pour arriver à ce qu'ils ont. Puis moi, je fais partie de ceux-là. T'sais, moi, j'ai comme tout le temps mis les bouchées doubles dans ce que je faisais. J'ai tout le temps mis du temps. Je m'arrangeais pour avoir mes temps de repos. Je m'arrangeais pour avoir mon sommeil. Je m'arrangeais pour être bien hydraté. J'ai tout le temps mis plus d'efforts dans ces affaires-là, dans l'entraînement, dans de l'extra. Ben, je te dirais que pour ceux qui vont se faire drafter puis pour ceux qui espèrent se faire drafter ou avoir une chance, c'est de continuer de grind. Moi, l'acharnement, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui, je fais parce que je le sais que je ne suis pas un autant bon joueur si je ne m'acharne pas. Si je décide de, ben regarde, je t'invite, là, je suis rempli de techniques et d'affaires puis je ne suis pas obligé de faire mes trainings, ben c'est là que je vais tomber dans la nonchalance puis je ne vais pas être bon. Puis je le sais parce que moi, j'avais tellement mis d'efforts, j'avais tellement mis j'avais mis tous mes jeux dans le même panier. Je voulais me faire recruter. Puis quand je suis arrivé pro, j'étais comme, OK, je l'ai fait. Puis là, j'ai comme ralenti ça, j'ai lâché la pédale un peu. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que mes 2 premières années, c'était tough. J'ai vraiment eu de la misère, moi, mes 2 premières années. Ma deuxième année, j'ai joué encore moins que ma première. Ah ouais? Ouais, j'ai joué 6 games. Dans ma première, j'en avais joué 8. Puis c'était pas... Puis je te dis, tu sais, j'ai pris ça avec du recul. Tu sais, au début, j'étais vraiment fâché. Puis j'ai pris ça avec du recul. Puis avec raison. J'étais pas le joueur que je savais que j'étais capable d'être, puis c'était à cause de ça. Je m'entraînais pas tant que ça une season, je faisais pas ma récupération, je mangeais un peu n'importe quoi, je dormais 5-6 heures par nuit, tu sais. J'étais en train de chier ça. T'sais. Puis la manie, j'ai juste eu une prise de conscience, puis je me suis dit non, faut juste que je recommence dans mes habitudes, dans mes vieilles bobettes que je faisais à l'université, que je vais juste continuer de work tout le temps. Puis c'est ça qui fait en sorte que j'ai un certain succès dans la ligue, puis que je perdure, puis que je suis quelqu'un qu'on peut compter sur, tu sais, parce que une des grosses qualités aussi du joueur de football, puis ça, je trouve que c'est pas assez dit, c'est d'être disponible. Parce qu'il y a gros des gars que c'est des freak athlètes, mais ils se blessent. Puis ça, les CFL, hey, tu joues 18 games, man. C'est énorme. Quand tu passes de 8 ou 9 c'est vraiment à 18, ouais, là, moi, ma première année, je capotais, man. Mon bas de dos, mes genoux, là, voulaient me sortir du corps. Mais il faut que tu t'habitues à ça, puis pour durer, t'as comme pas le choix. Tu sais, quand t'es au cégep, à l'université, puis que tu joues 8 games, même si tu t'entraînes pas durant la saison, tu vas commencer à perdre des gains vers la fin. Tu sais, 7, 8, ta game de playoff, mettons, tes games de playoff. Mais pro, c'est pas ça. Là. Pro, là, tu vas avoir 9 games, 10 games en jeu, plus tes playoffs qui vont être affectés par ça, puis tu vas juste continuer à perdre des gains. Fait que moi, c'est sûr que pour moi, c'est ça. Ça a été de continuer à grind, puis si je peux le props pour ça, la personne qui a fait en sorte que j'ai vraiment comme continué à traîner puis cocher la case des trainings puis de dire OK, faut que j'y aille, c'est Julian Fioli-Gudino qui a joué à l'Université Laval, un All-Star receiver, là, il y a des records à l'Université Laval. Il s'est peut-être fait battre là, maintenant, là, mais ça fait un petit bout. Là. Lui, il est venu jouer 1 an et demi à Ottawa. Puis c'était un gros vet, là, lui, puis il m'a gros parlé de ça. Puis tu sais, lui, je pense qu'il a fini sa carrière à comme 32-33 aussi. Fait qu'il était vieux quand il est arrivé à Ottawa, puis il m'a dit, Goose, man, viens dans le gym. Ah oui, faut que tu viennes dans le gym, t'as pas le choix. Fait que là, j'y allais au début, tu sais, un peu les épaules de même, là, puis ça me tentait pas. Mais à un moment donné, j'ai trouvé un plaisir, puis là, man, moi, puis Marco, puis Cyril qui allait rendu aux Alouettes, mais Cyril Auguin-Saint-Don, là, on est tout le temps dans le gym. Tu sais, nous, nos journées sont beaucoup plus longues que les gars. C'est des vraies journées de travail. Tu sais, moi, souvent, j'arrive là-bas, j'arrive au field à 7 heures à peu près, même si ça commence juste à 9. Je prends mon déjeuner, après je m'en vais déjà faire des contrastes, des bains. Des fois, si j'ai des traitements, si, mettons, j'ai des petits bobos, des affaires, je fais ça là en même temps. Puis après ça, on est tout le temps dernier parti. C'est moi et Marco, tout le temps dernier parti. Ça, je pense que c'est la base d'un vet. Genre. Un bon vet fait ça. Parce que je veux pas, ça va... C'est tellement la réalité qu'est-ce que tu dis en ce moment. Puis ça me fait penser avec qu'est-ce qu'André disait
si je veux faire un lien avec ça, c'est que les joueurs de football canadiens qui sortent de l'université, qui sont prêts à starter CFL, c'est de moins en moins fréquent. Puis je pense que c'est très bon que tu le dis dans le sens que, genre, faut que tu mettes les bouchées doubles si tu veux vraiment atteindre ce niveau-là. Ouais. Genre, c'est hyper important. Puis en plus, que tu as remarqué que même pendant ta carrière professionnelle, tu t'es dit, genre, ben écoute, il faudrait que j'en donne encore plus, tu sais, si je veux vraiment aller au niveau où est-ce que je veux, tu sais. Ouais. Puis ça doit refléter aussi avec les rookies là, qui vont à venir ou les gars plus jeunes que toi dans l'équipe. Là. Tu sais, je pense que tu dois quand même avoir un rôle important là, à cette heure dans l'équipe. Ben oui, tu sais, moi, j'ai toujours, comme je t'avais dit avant l'entrevue, je suis pas un gars vocal, tu sais, l'anglais, pour moi, il y a quand même une petite barrière où ce que la gêne embarque, puis tout ça. Mais, tu sais, je vais être un gars qui va parler avec mes actions. Comme je te dis, je suis tout le temps dans le gym. Je veux pas le monde me voit dans le gym, il me voit grind. Il me voit grind dans ma recovery aussi, parce que, tu sais, je suis tout le temps dans les tops en train de faire des contrastes chaud-froid. Puis, veux pas, c'est vrai que ça se fait sentir, ces recrues. Tu sais, nous, on a eu... Dawson Pierre de Concordia qui est arrivé l'année passée. On a eu Yannick Guadfel aussi de Bishop. Puis ces deux gars-là, c'était pas des gars qui faisaient des contrastes. C'était pas des gars... Ben, je parle surtout pour Dawson. Là, je pense qu'il aime vraiment pas l'eau froide. Là. Fait que, puis, ben, Colin, je l'ai réussi à lui faire comprendre que c'est ce qui va faire la différence entre une carrière peut-être de 3-4 ans puis une carrière de 7-8. Peut-être même plus. Parce que la réalité, c'est que c'est ça. Si tu veux être capable de toffer, premièrement, 18 games, si tu veux être capable de toffer des années, plusieurs années, puis tu veux faire une vraie longue carrière, ben ça prend ça. Selon moi, tu n'as pas le choix. Comme je te dis, il y en a des freak athletes qui sont capables. Ils vont manger des bonbons à longueur de journée, puis ils vont être capables. Mais la réalité, c'est pour la plupart des gens, c'est pas ça. Puis pour revenir à ce que tu disais par rapport à André Bolduc, c'est vrai ça que ça prend 2 à 3 ans là, avant que tu te dis, OK, là, ce gars-là, il est prêt. T'sais, souvent, tu vas quand même jouer des games à ta première année, mais ça va être à cause de des blessures, des affaires comme ça. Puis là, si tu es capable de te prouver tout de suite, go. Sauf que, souvent, le bagage d'outils, surtout ces unités spéciales, il est mis de côté souvent quand tu joues universitaire parce que souvent, les gars qu'on recrute, c'est des gars qui ont des immenses rôles à la défensive ou à l'offensive. Exact. Qui startent dans leur équipe. Fait que là, c'est des gars qui sont sur une team, des fois 2. Fait que c'est ça qui est tough. T'sais, moi, j'ai eu la chance quand j'étais à l'université de quand même rester sur 3 teams, même si je jouais 90% des jeux offensifs. Fait que ça a quand même gardé actif ces unités spéciales. Puis, ouais. Comment tu as fait pour rester concentré sur ton objectif? T'sais, pas te laisser distraire. À l'université, pour être bien honnête, ça m'arrivait aussi, puis ça m'arrive encore. Je joue plus au football, mais à place de faire un devoir, ben, on va aller sortir avec les boys, whatever. Comment toi, tu étais capable de rester fixe sur ton objectif puis pas te faire distraire? Mais là, tu parles-tu plus au niveau universitaire? Oui, exact. Plus universitaire. Je te dirais que, c'est de mettre... Premièrement, c'est de mettre les choses aux bonnes places. Fait que, il y a des moments pour aller veiller. Il y a des moments pour aller prendre une bière avec tes chums. Puis, c'est aussi de bien s'entourer. Moi, j'étais vraiment bien entouré. J'avais des bons chums qui avaient un peu les mêmes objectifs que moi. Mon meilleur chum dans la vie, David Fortier, il a passé à un cheveu de jouer dans la CFL lui aussi avec les Alouettes. Puis, tu sais, ce gars-là, il me ramenait tout le temps sur toi. T'es comme, man, tu l'as le potentiel comme. Tu sais, puis à toutes les fois que, je sais pas, je voulais l'échapper ou tu sais, je voulais. Tu sais, universitaire, tu sais ce que c'est, là, c'est comme les 5 à 7. Ouais. Ben, on se ramenait. Tu sais, les deux, on était tout le temps comme, non, regarde, on va y aller après la session. On va y aller après ci, après ça. Puis, c'est de se donner des objectifs à court, moyen et long terme. T'sais, moi, je t'avais parlé gros de mes objectifs à long terme qui étaient chaque année. Je voulais être, mettons, blocking tight end, je voulais être partant. Mais moi, je me faisais des objectifs aussi journaliers. Puis si je n'étais pas capable de répondre à cet objectif-là puis de le faire, ben je me faisais une punition le lendemain. Fait qu'il fallait que je fasse mon objectif plus quelque chose. Fait que, tu sais, c'était ça que j'essayais de faire la plupart des jours. Tu sais, j'ai eu des semaines plus tough, tu sais, quand t'es blessé, mettons, ou quand t'as des... C'est tout le temps plus difficile sur le mental, mais c'est d'être capable de dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher plus de mon dream? Parce que, tu sais, je suis pas le premier qui dit ça, là, mais un rêve, là, c'est bien beau, là, mais si tu fais juste rêver et tu fais aucune action, ça reste un rêve. Là. Tandis que si tu as des actions concrètes à tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ben c'est un but qui se rapproche d'être atteignable. Puis, moi, je dis tout le temps ça, puis je dis ça gros à mes joueurs au cégep aussi.
si tu l'essayes pas pour de vrai, puis pour moi, l'essayer pour de vrai, c'est se fixer des objectifs, justement. Si tu l'essayes pas pour de vrai, comment tu veux arriver à une conclusion positive? Tu sais, comme... je pars, là, mais mettons, mon beau-frère il joue de la guitare. Puis lui, là, c'est comme, il veut devenir guitariste. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour devenir guitariste? Tu sais, c'est pas juste... Tu sais, c'est beau de jouer là, dans ton salon, mais c'est pas juste ça. Hein. Tu rencontres-tu des gens? Tu vas-tu faire des gigs quelque part? Tu sais... Puis je pense que ça se reflète aussi dans la vie personnelle. Tu sais, si t'as pas d'objectif à court, moyen, long terme, man, ta vie est redondante puis peut-être plate, là, j'imagine. Là, C'est sûr que je suis un gars un peu plus intense, là, mais c'est ça. C'est comme ça que je vois ça. Est-ce que c'est un peu aussi ta façon de voir l'adversité? Oui. Ben oui, c'est sûr. Puis de l'adversité, tu vas en confronter toute ta carrière, toute ta vie. C'est pas juste au football, là, c'est partout. Puis justement, je pense que ça, le fait d'être bien entouré, ça l'aide beaucoup. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis en or, j'ai la chance d'avoir une conjointe en or, des enfants qui sont magnifiques. Fait que ça me ramène aussi gros sur terre dans ma vie de tous les jours parce que j'en ai des downs. Là. Hey, durant la saison, là, le nombre de problèmes que je parle à Marco, le nombre de problèmes que Marco me parle, parce que c'est mon chum aussi dans la vie. Mais crime, on est là l'un pour l'autre, on a la chance de jouer ensemble depuis 8 ans déjà. Fait que, tu sais, ouais, c'est comme ça que je vois ça aussi. Mm-hmm. En finissant, parce que le temps file, j'ai préparé quelques questions un peu plus funky, vu que qui a rapport avec la CFL. C'est gros comment un playbook de CFL? Ben, un playbook de CFL, mettons ton playbook de camp, là, fait que sur les 10 premières journées de camp, là, ça doit être à peu près gros de même. Tu as toute la nomenclature au début, comment tu appelles les affaires. Puis après ça, tu commences avec le jour 1, le jour 2, jour 3. Puis chaque jour, c'est à peu près un demi-pouce. Là. Ah ouais. Fait que, le cahier, c'est un bon 2 pouces, là, facile. Facile. Puis ce qui est fou, puis que le monde ne savent pas, c'est que le playbook reste pas le même. Nous, là, à chaque semaine, on a un nouveau playbook. Mettons, in-season. Durant le camp, on a la même affaire qui est les jeux de base, les appellations de base. Mais à chaque game, tu t'ajustes. On s'ajuste. Les jeux changent, il y a des nouveaux jeux, il y a des jeux truqués. Fait que là, le playbook il est comme encore un bon pouce à chaque semaine. Là. Aïe, ça, c'est fou, man. J'ai vu que t'avais le numéro 45. Puis j'ai vu aussi, je veux te laisser en parler de ça. Les Red Black t'avaient demandé pourquoi t'as choisi le numéro 45? Ouais, ben en fait, je l'ai pas choisi. Moi, tu sais, j'étais arrivé à Ottawa, ils m'ont dit le 45 est disponible, puis pour vrai, ils m'auraient dit le 17, là, je l'aurais pris le 17 parce que je voulais juste un numéro. Moi, dans ma tête, qui m'offre un numéro, c'était big pour moi. Puis c'était la même affaire à l'université. J'avais le numéro 36 quand j'étais au cégep, j'étais arrivé à l'université, ils m'ont dit 35, c'est parfait, c'est beau, good. Donne-moi mon casque, là. Moi, c'est comme, j'ai pas de temps à niaiser avec ça, ça me dérange pas. J'étais un fullback. Je suis pas un gros receveur où il va avoir les caméras toutes sur moi. Je m'en fous de mon numéro. Puis là, tu vois, 45, je l'ai adopté puis je l'adore. Là, je changerais pas. Je me ferais changer ailleurs, j'essaierais sûrement de l'avoir le 45. Mais c'est ça. Au début, s'ils m'ont juste dit hey, le 45 est dispo, c'est beau, parfait, donne-moi ça. Puis ça reste de même. Ouais, c'est correct, ça. Ouais. C'est la mentalité, moi, je m'en vais jouer au foot. Exact. Non, moi, j'étais là pour jouer au foot, j'étais pas là pour mon numbers. Là. Ah, nice. Ouais. J'ai vu qu'en 2018, les Ottawa sont allés à Coupe Grey. Ouais. Malheureusement, t'as pas joué. Est-ce que je comprends? T'étais blessé? Non, c'est ça. C'était l'année que je te disais. C'était ma deuxième année qui était beaucoup plus difficile. Puis j'étais juste pas apte. J'étais pas apte. J'étais ça à bubble, ce qu'on appelle, parce que nous autres, dans ce temps-là, il y avait 44 joueurs qui pouvaient jouer. Puis j'étais comme tout le temps dans les 46 où s'il y a une blessure durant la semaine, j'embarquais. Fait que c'était vraiment incertain parce qu'il y avait beaucoup de gars de malades en plus durant cette semaine-là. Oh. Mais finalement, j'ai su last minute que je jouais pas. Puis je m'en doutais. T'sais. Fait que non, j'ai pas eu la chance de jouer à une Grey Cup encore. Cette année, j'y compte bien. Là. Ouais. Je te souhaite en tout cas. Ouais. Puis en plus, genre, je pense que tu as eu aussi ton enfant en même temps. Fait que ça a l'air que tu avais eu une belle semaine. Là. J'ai lu un peu les articles qui t'avaient. Ouais, ben c'est ça, tu sais, comment que ça marche les Coupes Grey. Puis j'imagine que c'est le même aussi au Super Bowl. C'est que toute la semaine, on est dans la ville où est la Coupe Grey. Fait que tu sais, nous autres, on était à Edmonton. C'était Edmonton cette année-là. On était là toute la semaine. Puis moi, en plus, ma conjointe, elle venait me rejoindre, elle était enceinte, quand même pas pire avancée. Elle venait me rejoindre là-bas après 2-3 jours où j'étais là pour faire les 3-4 dernières journées. Puis la Coupe Grey avec nous. Puis
je savais qu'elle avait son rendez-vous, mais on voulait faire un gender reveal. Fait que là, tu sais, dans ma tête, j'aurais pas su le sexe tout de suite. Puis là, à un moment donné, puis il y a une vidéo de ça sur YouTube, là, mais ma réaction est un peu tu sais, weird, parce que je comprends rien au début. Là. Puis il y a un de mes chums, LP Bourassa, qui a rendu long snapper aux Alouettes. Il me montre une photo d'une échographie. Puis là, ça pointe comme le sexe masculin. Mais moi, je comprends rien. Là. Je regarde, puis je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, pour comprendre que c'est un garçon que j'allais avoir en premier, puis tu sais, j'étais content parce que, tu sais, moi et ma blonde, on voulait pas nécessairement un garçon en premier, mais on en voulait un dans nos enfants, tu sais. Puis ça a donné que c'était direct au début. Fait qu'en tout cas, j'étais rempli d'émotions puis super content. J'ai appris ça la journée avant qu'elle arrive à Edmonton. Ah, nice. Fait que, ouais, c'était vraiment cool. Merci, Anto, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'apprécie énormément. Je te souhaite un excellent camp. Je sais que ça commence dans pas très longtemps. Yes. Bonne saison avec Ottawa. Écoute, maintenant qu'on s'est parlé, je vais suivre le numéro 45. C'est sûr sur le terrain. Ben, merci beaucoup. Pour vrai, ton podcast il est incroyable, man. J'espère que tout le monde va se mettre à suivre ça, les fans de foot, ou même ceux qui veulent juste en apprendre un peu plus sur la Ligue canadienne, comment fonctionne le football canadien. Là. Vraiment cool. Merci, man, j'apprécie. Yes.